Avez-vous déjà entendu parler du God Complex, le complexe de Dieu ou Jupiter ? Eh bien, pour le comprendre, il vous suffit de vous promener sur quelques réseaux sociaux professionnels et alors impossible d'échapper à ces posts d'un CEO, par exemple, qui s'auto-congratule de tout ce chemin parcouru par sa petite start-up bien prometteuse, ou alors cette directrice commerciale qui s'étend sur la signature de son dernier gros contrat. Cette tendance, eh bien, à se montrer puissant, fort et séduisant semble avoir la cote sur les réseaux sociaux et puis au bureau aussi, quitte à se penser un peu supérieur aux autres. Voilà de quoi ternir quelque peu l'image de nos chefs d'entreprise. Alors peut-on atteindre tout simplement le succès sans prendre la grosse tête ? Réflexion menée aujourd'hui en compagnie de mes 3 invités du jour dans cette émission Quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF, et j'ai la grande joie de recevoir pour commencer Mariette Darigrand. Bonjour Mariette. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous retrouver en cette rentrée, Mariette. Toujours sémiologue que vous êtes, directrice du cabinet des faits et des signes, qui avait publié en mai dernier l'atelier du tripalium. Non, travail ne vient pas de torture, aux éditions des Équateurs, qui n'a pas pris une ride évidemment. Julien Dréher est également avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Marie-Ange. Vous récidivez également, entrepreneur que vous êtes dans le digital et le management, fondateur de Ground, coaching en transformation des organisations, et Yolocratie, le média communautaire sur les nouvelles cultures du travail. Vous êtes venu avec votre livre « Tous managers, renoncer à la subordination pour libérer la coopération dans l'entreprise » chez Erol. Et enfin, Quentin Périnel est avec nous. Bonjour Quentin. Bonjour Marie-Ange. Ce nom bonjour nous est à tous. familier. Pourquoi ? Parce que vous êtes journaliste et chroniqueur au Figaro. Vous êtes venu vous aussi avec votre dernier ouvrage, vous en avez publié plusieurs. Le petit dernier s'intitulant « 60 nuances de collègues » aux éditions de Presse de la Cité. Nuances de collègues et nuances de chefs d'entreprise aussi Bah oui, aujourd'hui, pourquoi pas ? Les nuances de collègues, c'est avant tout des traits de personnalité, donc les traits de personnalité, ce sont des choses humaines, donc qu'on soit chef ou qu'on soit pas chef, bah on est comme ça. Pourquoi ? D'où vient cette idée, simple question par curiosité que je vous pose, ce livre ? Bah ce livre, c'est marrant, parce que on passe quand même le plus clair de notre temps au travail, plus qu'à la maison parfois pour certains, pour beaucoup, et donc il est normal, quand on passe son temps dans des couloirs d'une entreprise avec des collègues, normalement de s'intéresser un peu à eux, de les observer, et puis normalement si on les observe bien, on se rend compte qu'on n'est pas tous pareils, quoi. Donc il y a des gens, là je rebondis sur votre intro, des gens qui ont plus envie de se montrer, qui peuvent être un peu parfois très bienveillants, parfois hypocrites, parfois sournois, parfois qui sont un peu, vous me pardonnerez l'expression, un peu lèche-cul peut-être, un peu lèche-botte, ouais. Non, un peu lèche-botte, ouais, qui aiment bien se montrer dans les couloirs, voilà, montrer qu'ils sont là, et donc c'est ainsi en entreprise plus qu'ailleurs encore, eh bien nos différences de personnalité se voient, ça se voit. Qu'aurait dit la Bruyère ? Qu'aurait dit la Bruyère, et surtout qu'aurait dit La Rochefoucauld, que j'ai relu il n'y a pas longtemps, et c'est assez étonnant, parfois les traits de caractère qu'ils arrivaient, ces gens-là, à déceler chez leurs contemporains. Merci Quentin Périnel. Alors effectivement, ça peut peut-être surprendre ce sujet, les auditeurs sont en train de se dire, c'est encore un sujet à la Montesquieu, un peu bizarre. Sans prendre la grosse tête, un chef d'entreprise, aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, avec cette histoire du God complexe, Mariette Darigrand, ça vous étonne parce que vous êtes une spécialiste du mot, du concept, God complexe, le complexe de Dieu. Est-ce que d'abord vous connaissiez ce terme ? Non, j'avoue que je connaissais le complexe de Jupiter. Ça ressemble à mon avis. Mais mais les Américains, c'est quand même la langue du management. Ce globish extraordinaire, c'est pas mal, God complexe. Bon, reprenons l'idée. Ouais. Alors moi, je mets ça en rapport avec quelque chose qui est une tendance plus générale, la façon dont nous sommes invités, voire obligés, de nous auto-valoriser toute la journée. Ça fait partie de notre... Ouais. Ça fait pas. Il faut vraiment se sentir fort. Il faut vraiment être conscient de sa plénitude. Il faut devenir soi-même. On est invité à cela. C'est complètement contradictoire déjà, devenir soi-même et en même temps montrer qu'on est. Oui, justement. Bon. Devenir un sujet au sens de la psychanalyse des années 70-80, c'était pas fondé sur la puissance de l'être. Ouais. Mais depuis, disons, une vingtaine d'années, depuis Internet peut-être aussi, qui nous pousse à nous, il suffit que quelqu'un s'auto-congratule et fasse des posts, etc. On se sent obligé, on est invité, on est auto-invité parfois à son insu, je crois, pour exister, il faut poster. Donc, dans votre intro, vous disiez le directeur commercial qui se félicite de ses équipes, etc. Le chef d'entreprise qui... il faut exister sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, etc. Montrer qu'on est bankable, quoi, qu'on est là. Et si on le fait pas,
qu'on le veuille ou non, parce que c'est pas un plaisir pour tout le monde en réalité de se vendre comme ça. C'est pas, certains le font bien, d'autres c'est pas dans leur nature, quoi. C'est comme disait Lèche-Bot. Être lèche-bot, ça n'a rien de naturel. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas un truc que j'aime. C'est pas un truc que j'aime faire. Mais c'est vrai que c'est une. Je pense que pardon, juste là-dessus, c'est le modèle de l'entreprise qui veut ça. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus, disons, philosophique en ce qui nous arrive, c'est que l'individu est la finalité de tout. C'est-à-dire, c'est le moi grandiose, pas forcément en valeur, mais c'est parce que c'est comme s'il y avait rien d'autre. Hein. Un peu ça. Et ça, je trouve que vous avez tout à fait raison. Je rejoins complètement. C'est une grande souffrance, en fait. Ouais, moi et rien d'autre. Julien, qui était très silencieux, vous avez la parole. Non, j'allais témoigner effectivement que pour rebondir sur ce que disait Quentin, c'est que effectivement moi dans tous les gens, moi je poste sur LinkedIn aussi. Vous qui avez réussi. Mais moi aussi, moi je poste sur LinkedIn et en fait, moi aussi. Quand on en parle avec des collègues, des confrères et puis qu'on se confie, on dit tous moi, je le fais parce que je pense que j'ai pas vraiment le choix, mais c'est pas vraiment un plaisir. Je le vois ça comme une contrainte. Je suis obligé de mettre en place une routine. C'est pas c'est pas la partie la plus exaltante de mon travail et tout ça. Voilà. Donc pour en venir, le côté pas naturel, mais je veux dire l'environnement ou le jeu, le jeu du business nous pousse à le faire. Mais j'ai envie de dire, je voulais rebondir aussi là-dessus, c'est aussi le jeu de l'entreprise nous pousse à le faire, et bien avant Internet d'ailleurs, puisque on l'oublie souvent, mais l'entreprise est un espace extrêmement concurrentiel. C'est une pyramide. Le principe de la pyramide, c'est que plus on monte, moins il y a de place. Et donc, tout ça nous pousse effectivement à être en concurrence, essayer de montrer la meilleure version de nous-mêmes, même quand c'est pas exactement nous-mêmes. Même quand on pleure intérieurement, on est obligé. Exactement. C'est ça. C'est ma vie. Bref. Et on parle de l'entreprise, et il y a un terme qu'on connaît bien ici, j'imagine, c'est le terme évangélisé qui a été repris dans le monde de l'entreprise. Mais écoutez, on parle aujourd'hui d'évangélisation pour tout et n'importe quoi, y compris et surtout dans le monde de l'entreprise. Évangéliser à certaines pratiques, je confesse, etc. Moi aussi, j'évangélise parfois en entreprise. Je vous absous tous les deux. Mais c'est vrai. Libérez-vous. C'est vrai. Très ça parlait. Voilà. Non mais c'est fou. C'est ainsi. Évangéliser dans le langage des startups, justement, sur certaines pratiques, ou alors pour faire reluire une marque employeur, pour parler, voilà, c'est ça. Il y a même des métiers qui utilisent le terme évangéliste, on reprend l'anglais, mais culture évangéliste ou des choses comme ça. Ouais. LinkedIn fourmille, effectivement, de chief évangéliste. Exactement. Ouais. D'accord, j'ai regardé ça de près, oui, j'ai mal bossé. Bref, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, où on parlait dans le couloir, juste avant de rentrer dans ce studio, j'avais même pas pensé à ça, mais effectivement, au syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui vient faire là, le syndrome de l'imposteur? Qui veut prendre la parole? Alors, je ne sais pas qui en parlait, je crois que c'était plutôt Julien, mais Mariette peut peut-être en parler, ou Quentin, qui n'était pas arrivé à ce moment-là, je vous dis tout. Ce syndrome de l'imposteur, comment est-ce qu'on... là, on est obsédé par... on prend la grosse tête. Qu'est-ce que vient faire l'imposteur là-dedans? L'imposteur, c'est que l'entreprise a des règles et on est obligé de s'y plier, et que la plupart du temps, on a plus ou moins un syndrome de l'imposteur, mais il y a plus ou moins un écart, un décalage, une inadéquation entre le rôle qu'on me demande d'avoir, et qui fait partie des codes et des règles, et celui que je prétends avoir, parce que finalement, c'est le jeu de monter en hiérarchie qui a été très bien... théorisé par le principe de Peter, c'est qu'on s'élève toujours à son niveau d'incompétence, et que finalement on retrouve les gens les plus incompétents à chaque fois au niveau, parce qu'à partir du moment où on est incompétent, on ne monte plus. Et donc le quotidien fait qu'on est obligé de suivre des règles qu'on n'a pas forcément cautionnées, mais qui font partie de la vie de l'entreprise, de la vie de la carrière. Et donc moi, ce que j'observe, c'est que derrière, c'est toutes les stratégies de défense pour justement compenser ce syndrome de l'imposteur, parce que c'est pas confortable, et qu'on est menacé par des barbares tous les jours, qui sont ses collègues, ses équipes, ses supérieurs hiérarchiques, et qu'on se doit de se défendre. Et la posture haute ou la posture hautaine est une des formes de défense, je pense. C'est vrai qu'on parle beaucoup, je ne sais pas ce que vous allez dire, Quentin, mais on parle beaucoup de l'ère des chefs faillons, des petits chefs, des petits tyrans. On en parle beaucoup. Ici, dans cette émission Business, il y a énormément d'acteurs qui nous disent ça et d'experts. Donc on ne sait plus comment on s'appelle là, avec tout ça. Entre les petits chefs faillons et ceux qui ont un sentiment imposteur. Le sentiment d'imposture en plus, c'est comme la lèche-botterie, c'est quelque chose qui
Il y a certains qui sont capables d'avoir, de le porter et d'arriver des années, toute leur carrière, même peut-être à faire semblant, finalement, à faire semblant d'être heureux, à faire semblant de s'épanouir au travail alors que c'est pas le cas. C'est vrai. Il y a des gens qui sont capables de ça, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et donc, tout le monde n'est pas égal face à ce sentiment d'imposture. Je crois qu'il y avait un essai de Beninda Cannon, quelque chose comme ça, qui a été publié il y a quelques années, qui s'appelle Le sentiment d'imposture, je crois, qui rappelle très bien ça, qui théorise ce truc-là, et c'est super intéressant. Et ça, pour le coup, le sentiment d'imposture, c'est valable dans absolument tous les métiers, tous les secteurs professionnels, l'école blanc, l'école bleue, l'école vert, comme on dit maintenant pour les métiers du RSE, de la transition écologique. Voilà. Et pourquoi il y en a plus aujourd'hui qu'avant des imposteurs? Ce sentiment est plus présent, me semble-t-il, Mariette. Alors, il est plus décelé, il est plus raconté, ne serait-ce que ce concept qui est quand même relativement récent, mais parce que il y a toujours eu des gens qui... Parce qu'on se regarde plus. Alors, on se regarde plus, et je crois qu'on se pathologise. Et le discours, du coup, le vocabulaire de la psychologie basique, je dirais un peu primaire, est rentré dans l'entreprise beaucoup. Prenons le pervers narcissique. Ça, il y en a partout. Voilà, qui gouverne. Mais c'était auparavant peut-être justement un petit chef tyrannique qui abusait de son pouvoir. Et donc, il est les deux. Peut-être que ce petit chef des années 50, il était déjà un pervers narcissique. Les deux se croisent. Mais le fait que l'on ait du mal avec la description, disons, réaliste, voire politique des choses, je crois, est un des symptômes que nous avons. Si tout est psychologique, après tout, tout est excusable, ou bien le grand chef tyrannique, le pauvre, sa maman ne l'aimait pas beaucoup. Donc, il y a des choses comme ça, des phénomènes comme ça. Alors, l'imposture, je pense que c'est tout à fait en lien avec notre société aussi de l'acting, du jeu. Du spectacle, bien sûr, nous sommes là-dedans. Alors vous allez me dire, le Forum romain aussi, il était là-dedans. Mais en effet, les technologies et je crois aussi un ludisme, parce que ça peut être... ludisme. C'est rigolo parfois de jouer un rôle. Ça n'est pas que négatif ou imposé. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs beaucoup de gens font du théâtre, beaucoup de gens s'expriment, beaucoup de gens se griment. Ont une chaîne YouTube après le boulot. Oui, et puis déploient leur moi. Il y a différents mois, quoi. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes dans un moment comme ça. Et alors, effectivement, ça crée, je pense, des biais de relations. C'est terrible. Il peut y avoir des relations très inauthentiques, comme on disait. J'ai l'impression avant. qu'il y en a de plus en plus. Oui, c'est possible. C'est l'impression que j'ai, mais après... C'est possible. Je ne parle pas de ce que je connais. Mais je sais pas, messieurs, qu'en pensez-vous? Moi, je trouve qu'il y a vraiment un phénomène historique, un phénomène dans le temps où... et pour le coup, j'écris pas mal sur ces sujets-là. Je vais caricaturer, mais avant, finalement, on avait son manager, son équipe, on suivait sa carrière à peu près dans la même entreprise. Donc, on n'était pas très menacé dans son travail. On avait des process qu'il fallait suivre, et donc on pouvait se contenter de suivre ce qui était tracé déjà. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On doit changer de job, les jobs sont beaucoup moins balisés, on nous demande de prendre des responsabilités, on nous demande de faire son personal branding en prenant la parole sur LinkedIn parce qu'un job n'est pas éternel, on doit le faire en télétravail, on doit travailler de n'importe où. Moi, je trouve ça génial, mais en même temps, il faut imaginer aussi le challenge que c'est pour tout à chacun. C'est pas juste je vais pointer le matin, c'est très confortable aussi de pointer et de suivre les ordres d'un chef ou d'un manager. Quentin. Et je reviens sur ce terme d'authenticité qui, j'ai l'impression, à notre époque est capitale. Il y a une espèce de course à l'authenticité, c'est-à-dire on essaie n'importe quel directeur de la communication ou n'importe quel conseiller, etc., va dire à son client soyez authentique, soyez vous-même. Mais c'est quoi être authentique? C'est être authentique, c'est être réellement authentique, c'est-à-dire révéler ce que je suis, ou alors être authentique devant une caméra, devant quelqu'un en répondant à quelque chose. Donc vous disiez, il y a plusieurs personnalités, plusieurs moi. L'authenticité, il y a plusieurs façons d'être authentique, il y a plusieurs authenticités. Donc en fait, on s'y paume un peu, et je trouve que c'est pas pour soi-même, pour la santé mentale, etc. ça passe pas bien, quoi. Pourquoi? Alors, parce que je reviens à votre livre 60 nuances de collègues, ça m'intrigue, parce que c'est vrai que de rentrer un petit peu, c'est comme l'open space m'a tué il y a quelques années maintenant, et c'est vrai que
passant des heures par jour avec nos collègues, on a l'impression qu'aujourd'hui, on compte plus sur... On attend l'authenticité toujours de la part des autres collègues. Alors, je ne sais pas si c'est parce que on est dans l'ère du moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais est-ce qu'il y a ça aussi dans votre livre ou pas, un petit peu, Quentin ? Dans mon livre, oui, 60 nuances de collègues, donc il y en a même plus. Autrefois, on allait au boulot, on partait, quoi. Ouais, c'est ça, mais j'ai l'impression que la vie de bureau, et même d'ailleurs, pendant le confinement, etc., navré de reparler encore de cela, parce que je suis le premier à être exaspéré, oui, c'est horrible. Mais non, mais des tas de gens ont dit... En même temps, ça a marqué une rupture. Ça a marqué une rupture. Une référence, c'est une référence, ça revient à chaque discussion, parce que c'est... C'est un gouffre ou un énorme fossé. Où la société a basculé, où des gens, à un moment donné, ont dit c'est la fin de la vie de bureau, c'est la fin des collègues, c'est la fin de toutes les émotions. Et en réalité, même à distance, le petit chef que vous mentionnez tout à l'heure, c'est toujours un petit chef. Il le sera. Il va plus souffrir parce que quand il a ses équipes sous les yeux au bureau, il les a sous les yeux, donc évidemment, il peut cheffailler. Mais quand tout le monde est chez soi, il y a l'écran d'ordinateur et donc il va être petit chef d'une autre manière. C'est-à-dire, il va voir si le bouton est vert. Il va voir si, il va essayer de s'assurer d'une autre manière que les gens bossent bien. Donc la vie de bureau et l'échange n'a pas disparu. On arrive quand même à des ruptures beaucoup plus rapides. Parce que justement, il n'y a pas ce côté humain de je te surveille sans que ça te contredise trop dans ton travail au quotidien. Là, franchement, c'est d'une violence le micromanagement. Voilà. Et donc, c'est un révélateur et c'est un accélérateur aussi de rupture des modèles managériaux, de se dire là, maintenant, on ne peut plus vraiment. Là, c'est vraiment trop intrusif de micromanager quand la personne, elle est à 100 km. Quoi. Ouais. En fait, le sujet est un peu hors sujet, finalement, parce que sans prendre la grosse tête, en fait, on est obligé de prendre la grosse tête. En fait, on a du mal à faire la part des choses entre les vraies grosses têtes et les fausses grosses têtes. En fait, c'est un peu ça, finalement, Mariette. J'aurais tendance à dire que toute grosse tête est un peu fausse, parce que elle est gonflée à quoi ? L'hélium, là, on ne sait pas trop ce que c'est. L'hélium de Lego. Mais je trouve très intéressant, j'adore vos titres à tous les deux, mais le mot collègue, je me suis interrogée sur ce mot parce que dans mon Rien n'échappe à Mariette. Mon livre sur le travail, sur le mot travail, et c'est synonyme, l'énergie, l'ergon en grec, le work, pourquoi on n'a pas le work. Et puis je me suis dit, je vais faire un glossaire parce que c'est bien aussi de rentrer. Et donc j'ai fait le mot collègue, qui est un mot basique. Et je pensais que ça avait un peu disparu pour moi, le collègue, c'était un peu d'avant. Non, c'est toujours très vrai. Et c'est un terme très positif et qui est beau. En fait, étymologiquement, c'est ceux avec qui, on va cueillir. C'est un collègue. Ah oui. On cueille ensemble. Donc c'est la chasse-cueillette. Et ça résistait. Ce concept-là de solidarité, de concomitance, il a résisté à tout. Vous allez me dire, il est passé en anglais. C'est parce qu'il est passé en anglais. Mais justement, on pourrait dire on est partenaire, on est coworkers, je ne sais pas quoi. Non, le collègue. Et donc, je pense que ce que le Covid nous a aussi montré, c'est la valeur des collègues et du lien, qui n'est pas un lien comme à la maison extrêmement... c'est l'amour. Alors, l'amour, c'est toujours très compliqué. Et ce n'est pas non plus simplement la fraternité emphatique, c'est la camaraderie, quelque chose qu'on fait ensemble. Quand on fait ensemble quelque chose, ça crée des liens qui ne sont pas tellement décrits. Peut-être votre livre, je vais le lire, parce que c'est intéressant de ce point de vue-là. Et de ce point de vue-là, l'entreprise, ou le lieu où on va bosser, en gros, même si c'est temporaire, même si c'est pénible et tout ça, est fondamental. En fait, on ne se rend pas forcément compte. Et ça commence très tôt. On a des collègues à la crèche. Donc, il y a toute une littérature là-dessus sur effectivement à quel moment un collègue devient un ami. Est-ce qu'on peut devenir ami avec un collègue ? C'est une vraie question. À quel moment est-ce qu'on peut faire confiance à son voisin de bureau ? À quel moment est-ce que est-ce qu'on peut réussir sans avoir la grosse tête ? À quel moment est-ce que lui va vouloir prendre le dessus sur moi ? Parce que l'entreprise est une compétition et de facto, si je veux évoluer en entreprise, il faut devenir manager, etc., etc. Ça rend pas des sujets en quête de sens. Voilà, bien sûr. Est-ce que pour qu'un collègue devienne un ami, est-ce que lui et moi devons être condamnés à rester au même niveau hiérarchique, où lui, par exemple, peut devenir mon chef tout en restant mon ami ? C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que dans la vie civile, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on ne bosse pas avec nos potes, normalement, avec nos amis. Donc, vous y bosser avec votre femme, je les admire. Juste quelqu'un de bien, si vous le permettez. Enzo, à tout de suite.
devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour 2-3 folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Son grand destin, un ami à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Et voilà pour Juste quelqu'un de bien par Enzo Enzo. Est-ce que ça existe, un chef qui est quelqu'un de bien? Bah écoutez, réponse, je l'espère, au bout des 52 minutes. Oui, visiblement, peut-on atteindre le succès sans prendre la grosse tête? C'est la question du jour que je pose à mes 3 invités. Mariette Darrigrand, sémiologue, et son livre « L'atelier du tripalium, mon travail ne vient pas de torture aux Équateurs ». Julien Dreher, entrepreneur dans le digital, qui a écrit « Tous managers, renoncer à la subordination pour libérer la coopération dans l'entreprise chez Erol ». Et enfin, Quentin Périnel, journaliste et chroniqueur au Figaro, qui vient de publier 60 nuances de collègues aux presses de la Cité. Alors, j'en profite, Julien, pour préciser que vous allez participer à une battle, une bataille, si je puis dire, un match. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Un match oratoire, on appelle ça joute oratoire, ouais, voilà. En fait, c'est sur le modèle du tribunal des générations futures de Douzbek Erika. Douzbek Erika, autour de la thématique est en lien direct avec notre émission du jour. Manager est-il encore un métier? Sous-entendu, est-ce que c'est une compétence naturelle, une soft skill, c'est ça? Ou
une compétence dans le savoir-être? C'est quoi le fond de la question? C'est intéressant. Est-il un métier? Pourquoi on pose cette question? Parce que pendant très longtemps, ça a été un métier, parce qu'il y avait une concentration de compétences et de responsabilités, et que aujourd'hui, et ça c'est ma vision, mais aussi ce que j'observe, c'est qu'il y a une tendance à distribuer et responsabiliser un maximum de personnes, et donc finalement d'éclater ces compétences qui étaient un métier un peu monolithique sur de facilitation, de leadership, d'auto-organisation, d'organisation, de responsabilisation sur un maximum de salariés. Et à partir du moment où tout le monde peut être manager, où tout le monde peut prendre des responsabilités ou des charges managériales, le manager n'est plus un métier spécifique. Ce qui est pour moi d'ailleurs une très bonne nouvelle, parce que je trouve qu'avoir une perspective de carrière où son métier c'est être manager, c'est gérer des gens, ça me paraît être une très bonne nouvelle. Vous êtes d'accord, Quentin? C'est intéressant cette... de facto, en plus dans la société, dans le monde du travail, il n'y a plus de grands chefs. Et surtout devenir manager, c'est devenu une récompense en fait. C'est devenu une sorte de perspective d'évolution, c'est-à-dire pour évoluer dans l'entreprise, dans le monde du travail, il faut devenir manager. Et donc certains en fait... ils prennent au jeu. Ouais. Avec donc en fait, effets pervers, tout le monde exactement. Tout le monde n'est pas fait pour être manager. Tout le monde n'est pas armé pour armé, c'est pas le bon terme, mais tout le monde n'est pas préparé. Tout le monde n'est pas préparé à avoir 10 personnes à cheffer tous les jours. Il y a des gens qui sont prêts pour ça, qui ont les compétences, les soft skills, nous disions pour parler français, nécessaires. D'autres qui les ont pas du tout. Et puis c'est pas inné. De toute façon, être manager, ça s'apprend. Quand on devient, que ce soit par choix ou par récompense, parce que l'organisation du travail a fait en sorte qu'on devient manager, il y a des tas de choses, à apprendre, des tas de réflexes à obtenir, etc. Parce que quand on manage mal une équipe, c'est terrible. Et puis chacun pour sait, l'entreprise et pour les salariés et pour le manager. C'est pyramidal, c'est-à-dire plus tout là-haut il y a quelqu'un qui manage mal, plus ça se répercute sur toutes les équipes. Donc si tout là-haut ça manage mal, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de bienveillance, enfin vous connaissez tous les termes qu'il peut y avoir, s'il y a de l'injustice, etc., ça coule partout dans l'entreprise. Exactement. C'est irrigué de ce poison. Absolument. Quoi. Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'incompétence tout là-haut, souvent qui se joue, est-ce que c'est une incompétence d'être chef, d'être un bon chef, à la fois sans se prendre la tête, sans se prendre, pas la tête, quelle horreur ce mot que je maudis, sans prendre la grosse tête, Mariette, c'est intéressant, il y a plus à la fois d'un chef principal. Maintenant, il y a plein de petits chefs comme des titres récompenses. Mais alors, résultat, où sont les chefs qui vraiment sont là parce qu'ils doivent être là, en fait? C'est compliqué, je trouve, cette espèce de tremplin, peut-être, Oui, alors, tournant. De là où je suis, je trouve que le vocabulaire est quand même très intéressant. C'est-à-dire que le manager, c'est le même mot que ménage. Ouais. C'est le gars qui fait le ménage. C'est vous qui me l'avez appris dans votre livre. Hein. C'est fascinant, ça. C'est drôle, c'est un mot quotidien. D'ailleurs, ménagère, tout ça, ça vient de là. Donc, c'est aussi I can manage. Je me débrouille, je fais un petit truc. Et c'est un bricoleur. Quand il est doué, bricoleur de génie, quand il n'est pas doué, c'est catastrophique. Parce que les conséquences humaines, c'est quand même celui qui a à gérer l'humain. À manque de bol, s'il n'est pas du tout lui-même... Bon, donc ça va pas du tout. Et je dirais que soit il doit disparaître, ce que vous pensez, Julien, et à ce moment-là, le management devient collectif, autogéré, etc. Soit il faut le professionnaliser à mort. Mais je ne sais pas trop comment, mais il y a des gens qui s'en occupent. Et dernier truc, ce que je voulais dire, c'est que il y a le leader et le leadership, qui est aussi une des grosses questions posées aujourd'hui, qui est très différent. C'est très différent. Avoir du leadership, alors là, c'est nécessaire au groupe. Il faut que quelqu'un prenne ce rôle mobilisateur. Et il y a plein de façons de le faire. On pourrait dire aujourd'hui que le chef à l'ancienne, un peu ridicule, c'est Trump. Et le leadership contemporain, c'est Kamala Harris. On va voir quelque chose. Je pense que pour vous qui êtes spécialiste du monde de l'entreprise, c'est un modèle très intéressant, là, ce qui nous intéressant, Julien. Oui, mais pour le coup, c'est hyper intéressant. Et pour le relier au sujet, le management dans quasiment toutes les entreprises vient du haut, alors que le leadership vient du bas. C'est-à-dire que c'est son N+1, N+2 qui nous nomme. Et en fait, on lui est redevable. Donc, on n'a pas trop le choix que d'avoir la grosse tête. Parce que derrière, en fait, il faut avoir une certaine prétention pour pouvoir derrière exercer quelque chose dont on a hérité finalement par souvent aussi beaucoup de docilité ou beaucoup de compatibilité
Alors que le leadership, on ne peut pas s'autoproclamer leader. Personne ne peut dire c'est toi le leader. Il y a un moment, le leader, c'est parce qu'on est reconnu par ses pairs, qu'on est reconnu par ses équipes. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans les modèles alternatifs que moi, j'essaie de mettre en place ou que j'observe, il y a ce côté, soit dans un cas, le manager, il est nommé, donc nommé par une hiérarchie, soit le leader d'une équipe, il est élu. Il est en quelque sorte, il est élu, reconnu par ses pairs. Et il y a un truc qui est hyper intéressant en sociocratie qui s'appelle d'ailleurs même l'élection sans candidat. Le leadership naturel. Voilà, l'élection sans candidat, ça veut dire que dans une équipe, on va se choisir un chef, un leader, un responsable. Mais personne ne peut être candidat pour éviter la démagogie ou pour éviter un peu tous ces... Et donc, naturellement, on va voter. Et un leader va émerger. Et voilà, on peut choisir pour n'importe qui dans l'équipe. Et celui qui emporte le plus de voix est le leader. Et ça marche extrêmement bien. C'est le beau gosse ou la belle gosse du groupe. C'est comme au lycée quand on élit le délégué de classe. Sauf qu'il y a des candidats. Sauf qu'il y a des candidats, oui, c'est vrai. Là, il n'y a pas de candidat. Donc, en fait, c'est celui qui est le leader le plus naturel qui est élu. Et puis, évidemment, il y a d'autres garde-fous, parce qu'il n'est pas élu à vie, évidemment. Mais en tout cas, je trouve que c'est des processus qui sont beaucoup plus vertueux et qui permettent de révéler pour le coup le vrai mérite, même si je sais que ce mot est très galvaudé, mais en tout cas le vrai leadership des personnes, ce qu'on ne retrouve pas dans les modèles managériaux hiérarchiques. Est-ce que c'est... Alors, Quentin, vous aviez une réaction à apporter à ça ou pas ? Vous êtes d'accord ? Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que c'est indispensable du leadership et de la chefferie, entre guillemets, dans une organisation, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est du business. Donc, s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de plan voilà, on marche, comment dit-on, on fait du surplace, quoi. Donc il faut du leadership, il faut... Et ce qui est important, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est le côté, il faut supprimer les managers sans supprimer le management. Et le management, c'est ça, c'est le leadership, c'est la facilitation, c'est l'apprentissage, c'est l'accompagnement, c'est tout ça. Pas mal dans nos esprits, quand on n'est pas le chef, on ne voit que la grosse tête qui dépasse du chef, en fait. En fait, c'est l'impression qu'il y a aussi ça dans tous ces papiers qu'on voit fleurir. On sait que le patron a mauvaise presse aussi aujourd'hui, surtout en France, on n'aime pas le chef, on lui coupe la tête, on vote pour lui puis on lui coupe la tête. Bon, je ne pense à personne, mais c'est vrai que... Nous non plus, d'ailleurs. Mais on voit ça énormément en France, Mariette. C'est quand même une donnée sociologique, quasiment, non ? Je sais pas. On veut couper la tête des chefs, quoi. En gros, donc le côté grosse tête, est-ce que c'est pas... Moi, c'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est pas de la part des personnes, des salariés, des personnes, des collègues qui n'ont pas eu la promo du manager, qui ne sont pas les leaders, et donc il est toujours bon de pester, de protester et de dire « Oh, il a encore la grosse tête ». Je sais pas. Oui, il y a probablement une question de modèle culturel à la française, où c'est plutôt effectivement le valet qui prend, comme dans notre théâtre, le pas sur le prince, en gros. Et puis bon, ça c'est vrai, on a cet héritage-là qui pèse lourd quand même. On n'aime pas trop, mais j'en reviens à votre intitulé qui contenait le mot réussite. Ça va avec, c'est-à-dire qu'en France, nous avons peu de valorisation de la réussite par le travail. Nous ne sommes pas protestants majoritairement, donc bon. Et donc nous avons plutôt les modèles de la réussite par chance ou par don de Dieu ou par inspiration d'un type génial, etc. Nous avons beaucoup ce romantisme-là, alors que la réussite par le travail, il me semble quand même qu'elle est beaucoup plus légitime dans ses signes. À l'américaine, quoi. On a réussi, on a du fric, on a des followers, protestants. On a des voilà. Donc il y a quelque chose de plus décomplexé dans le parcours de réussite. Et nous, on n'a pas beaucoup cette vision, ce qui fait que pour répondre à ça, c'est une hypothèse, mais peut-être que la légitimité de celui qui dirige, celui qui est tout en haut, est toujours mise en cause. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de modèles narratifs médiatiques qui sont la chute du puissant. C'est comme si c'était plus excitant que la montée du puissant. Non, mais c'est vrai. Quentin, toute cette analyse brillante. Il y a tout un aujourd'hui une vision qui dit qu'en gros on peut pas réussir sans avoir échoué. Je sais d'ailleurs, j'ai écrit un livre en fait aux éditions du Cherche Midi en 2020, c'était pas la bonne année, mais un livre ça s'appelait au Cherche Midi, et si on parlait plutôt de mes succès, et en fait c'est un recueil d'interviews de personnalités très connues qui parlent de leurs échecs. Et donc, par exemple, le début du livre, la première personne que j'ai appelée, c'est Bernard Tapie.
qui m'avait dit mais vous êtes outrecuidants, les gens s'en foutent des échecs. Parlons plutôt de mes succès. C'est ce qui a inspiré le bouquin. Il avait refusé de parler de ses échecs, lui. Et donc en fait, l'échec aujourd'hui, c'est une matière. Ça pareil, c'est américain aussi. L'échec, c'est une certaine réussite parce que c'est de l'expérience. Avoir un échec. Et donc quelqu'un qui n'a pas connu l'échec ne peut pas vraiment réussir. En fait, pour vraiment être un modèle de réussite, il faut forcément avoir été à un moment donné, il faut être agenouillé, avoir... Oui, donc, ouais. C'est vrai qu'on n'aimait pas la nouvelle PDG de Michelin parce qu'elle avait l'air d'être du haut de ses 25 ans. Déjà, elle était jeune et en plus, elle avait l'air d'avoir tout réussi. Ça, on n'aime pas beaucoup ça. On n'aime pas beaucoup ça en France. Non. Pas Non, ouais, et on n'aime pas les... Alors, on n'aime pas les jeunes, non. Mais c'était le même... C'est comme Attal, hein, quand Attal a été nommé Premier ministre, vous vous rappelez les unes de la presse, etc. Voilà, n'est-il pas trop jeune pour être Premier ministre? Il n'a rien vécu. Il n'a rien vécu, il n'a pas d'expérience. C'était plus ça que son âge. C'était plus son manque d'expérience. C'était plus son manque d'expérience, mais il y a aussi... que son âge, parce qu'il avait fait une carrière uniquement dans les cabinets ministériels, je crois. Hein, mais, je suis con. Non. Si. Ça rajoutait, en tout cas. C'est mon point de vue, en tout cas. Je pense qu'il y a une question d'âge aussi dans ce pays où l'âge, ça veut encore dire quelque chose, quoi. Et pourquoi pas, d'ailleurs. Mais moi, je pense qu'on peut très bien être jeune et puis avoir... Puis avoir galéré aussi. Hein. Ouais, voilà. bien sûr. Bref. Écoutez, c'est l'heure déjà de se quitter pour mieux se retrouver, je vous rassure. Chacun sa route, figurez-vous. À tout de suite. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. J'ai fait un rêve, le peuple était au pouvoir. Il n'y avait plus du tout de politiciens, c'était le sou, le bandit des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Mais je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur. Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et voilà pour... Eh bien, tout simplement, chacun sa route. Ça nous ramène à mes jeunes années, pardon, pour ne parler que pour moi, sinon je vais avoir des problèmes avec les invités du jour, qui sont Mariette Darigrand, sémiologue, et son livre L'atelier du tripalium, non, travail ne vient pas de torture aux équateurs, Julien Dreher, et Tous Managers, renoncer à la subordination pour libérer la coopération dans l'entreprise chez Erol, et Quentin Périnel, journaliste et chroniqueur au Figaro, qui de son côté a publié 60 nuances de collègues aux presses de la Cité. Effectivement, vous avez bien fait les uns et les autres de distinguer ce que c'était qu'un manager et un leader. Ce n'est pas du tout la même chose. Et effectivement, Mariette, on échangeait ensemble, on disait que
aujourd'hui, c'est vrai qu'au-delà de vouloir couper la tête à tous les chefs, ça nous donne pas du tout envie. On n'a plus envie d'être chef aujourd'hui, quoi. Si. C'est possible, peut-être que l'image du chef, ça, je ne sais pas trop si elle est bonne ou Ouvrir votre mauvaise. micro, oui. Ce qui est sûr, c'est que le modèle de la liberté du freelance fait envie, même à l'intérieur des entreprises. Et alors, moi, je suis freelance depuis longtemps. C'est formidable. On a beaucoup de liberté, on n'a pas de sécurité. Mais la liberté, bien sûr, elle oblige à être aussi responsable. C'est pour ça que j'aime bien ce que vous disiez, Julien, parce que on ne peut pas être libre comme ça. Il y a libre dans l'altérité et dans le but commun ou dans le respect des autres. Les objectifs aussi. Donc peut-être c'est un nouveau modèle là qui se cherche, qui va être intéressant. Ouais. Vous êtes d'accord qu'il y a une espèce de transition? Oui, d'autant plus que tout le modèle de protection sociale repose sur le salariat. Ouais. Aujourd'hui, il y a un espèce de décalage entre des gens qui sont en avance de phase sur des appétences à devenir beaucoup plus indépendants, freelance, responsables, et en même temps un modèle de protection sociale qui n'est pas du tout adapté, qui a été pensé il y a maintenant des années où tout le monde voulait être salarié. Donc c'est ça le gros enjeu. Voilà, le problème, c'est qu'on tombe vite dans le procès en néolibéralisme de favoriser ces modèles-là, mais c'est quand même la réalité des situations et des gens qui ne sont pas forcément des ultra-libéraux, mais qui veulent juste être libres, responsables, quitte à rogner sur leur protection. Quentin, tu es d'accord ou pas? Le succès de certaines plateformes, notamment Malte, qui est une entreprise française, qui est une sorte d'annuaire de freelance, montre bien que cette appétence pour cette envie de la liberté, cette envie d'être à son compte, cette envie de choisir ses clients, cette envie d'organiser son temps comme on veut, sans être obligé d'honorer des réunions parfois inutiles ou quitte à travailler plus et gagner moins parfois. Parfois c'est un choix, bien sûr. C'est certain que quand vous êtes, ça dépend, c'est pas toujours le cas, mais quand vous passez votre journée au travail à enchaîner des réunions sans jamais, parfois il y a des réunions, on est invité, ça aussi c'est un mal français, la réunionnite justement, passer 1 heure de réunion alors qu'on n'ouvre pas la bouche et qu'en réalité on se demande parfois pourquoi on est convié à la réunion, c'est un vrai problème, quoi. Donc il faut repenser tout un tas de trucs et ça m'étonne pas, tous les métiers sont pas compatibles évidemment à l'indépendance, cette prise de risque, c'est une prise de risque. Quand vous quittez le salariat pour vous mettre à votre compte, c'est pas anodin du tout, quoi. Il faut être sûr de son coût dans une certaine mesure. Mais quand le métier s'y prête et quand sa propre personnalité, parce que c'est pareil, être indépendant, c'est comme quand vous allez à la fac, vous voyez, vous avez le choix. Si vous bossez pas, vous aurez pas votre année, et si vous bossez, en revanche, tout va bien se passer. C'est un peu pareil. Quand on est seul, quand on s'organise seul, il faut avoir les épaules pour le faire. Et les prédispositions, et puis le tempérament qui va avec, etc., etc. Mais c'est vrai que ça pose vraiment la question d'un nouveau type de management, parce que le management à l'ancienne, à la française, avec le bon patron paternaliste, on a l'impression qu'aujourd'hui on a envie de garder un peu de paternalisme quand même, d'après ce que vous dites, puisque ce modèle, alors le modèle social, il faudrait le repenser certainement, la protection, et en même temps on a l'impression qu'on y tient, a envie d'avoir un bon chef, donc on idéalise en disant ah non mais celui-là encore un god complexe, enfin je sais pas ce qu'on trouvera comme nouveau terme dans 2 ans, mais on a l'impression qu'on est vraiment à un tournant, ou alors c'est moi, mais j'ai l'impression qu'effectivement on veut tout et son contraire, on veut être libre et en même temps avoir un bon patron bien rassurant, avoir des horaires libres, on veut tout et son contraire. Est-ce que je me trompe, Mariette, ou pas? Non, mais c'est la caractéristique, disons, de l'individu occidental contemporain consommateur. Il veut un peu tout et son contraire. Alors, on peut juger, mais c'est vrai que je pense que quand même, globalement, ça fait avancer. Ça fait avancer les choses. Quand, par exemple, les gens aujourd'hui disent, les patrons, justement, disent on a du mal à recruter, etc. Oui, c'est vrai ça. Il faut qu'ils écoutent la demande des gens plus jeunes. Et les demandes sont de plus en plus nombreuses. La notion de flexibilité, qui est un terme très à la mode, c'est ce qu'on entend sur toutes les lèvres. C'est-à-dire, avant d'accepter un job, je vais me renseigner sur combien de jours de télétravail j'ai. Est-ce que j'ai le droit de genre... La fameuse flexibilité, sacro-sainte flexibilité. Donc parfois, il y a des demandes... lunaires, quoi. Lunaires, oui et non. je sais pas, ça dépend. Pour les anciens, pardon. Julien, vous allez me prendre pour une espèce d'ancienne dinosaure. Non, mais c'est pas une question de... si, c'est un peu une question de génération... En effet, parce qu'il y a 20 ans, ça n'existait pas. Mais c'est vrai que ce travail hybride, à la fois télétravail, à la fois chez soi, etc., a permis des libertés qui, en réalité, on le sait, les études le montrent,
génère pas... C'est pas parce qu'on est chez soi qu'on est moins efficace. Quand on a un travail qui nécessite de la concentration, d'être au calme, etc., si on est tout seul chez soi à écouter un lied de Schubert, on sera plus productif normalement que si on est au bureau. Avec tout un tas de gens à côté qui passent des coups de fil et qui hurlent. J'adore mes collègues, donc, pour le coup, c'est démontré. La productivité sur ces types de tâches est beaucoup plus forte. Et je parle même pas encore des temps de trajet qu'on a gagnés. Mais, alors ça, pour certains... mais en termes de concentration, d'efficacité du cerveau, on est beaucoup plus efficace sur ces tâches à la maison qu'en étant dérangé toutes les 10 minutes par un bruit, et ça modifie une interpellation. l'aspect. Alors, je sais pas ce que vous allez dire, mais l'aspect du chef. Le chef père... C'est vrai qu'on a l'impression que ce que vous racontez, la flexibilité, c'est des nouveaux chefs, d'un nouveau type, quoi. Oui, alors soit on est vieille école comme vous dites et on s'adapte pas aux changements sociaux, etc. Soit, alors je lisais ce matin que Amazon a décrété que tout le monde devait revenir au bureau, à 100%, tout le monde. Alors il y a un truc assez insupportable en réalité, c'est le manichéisme. Le manichéisme, c'est ça. Genre tout télétravail ou tout au bureau, ça n'a aucun sens. Chacun sait aujourd'hui, le bon sens nous dit... Je sais pas. Mais le bon sens nous dit qu'en fait, il faut évidemment, le télétravail a du bon. Évidemment, être au bureau, ça a du bon. Mais ça ne sert à rien de dire tout l'un ou tout l'autre. Ça n'a aucun sens. C'est contre-productif à souhait. Il faut en réalité réussir à cibler les bons moments pour être chez soi et les bons moments pour être au bureau. Moi, je travaille rive droite. Là, on est rive gauche. J'habite rive gauche. J'habite à 10 minutes. Pourquoi je vais retourner au bureau alors que je peux rentrer chez moi? Je perds du temps en transport et alors que si je rentre chez moi je peux travailler efficalement, il n'y a personne à la maison, je peux aller chercher mes enfants, etc. Comment? Ils sont très flexibles au Figaro, ça va? Non, il y a une vraie volonté de venir, voilà, les gens doivent venir au bureau, etc. C'est important et c'est important, je ne dis pas que c'est pas important. En revanche, il y a aussi quand on a un rendez-vous, un déjeuner, je sais pas, tout est une question aussi de bon sens. Si vous avez un rendez-vous à côté du bureau, vous allez à votre rendez-vous, vous revenez au bureau, c'est normal. Si vous avez un rendez-vous je ne sais où et que c'est plus près de chez vous, etc. Enfin, c'est une question de bon sens, en fait, tout simplement. Enfin, ça me paraît évident. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé là. C'est très bien. Oh là, alors on est en flexibilité. Le chef et la grosse tête, elle est où? Mais c'est vrai que couper la tête du chef, visiblement, on a vu à quel point ça s'expliquait avec les cultures anglo-saxonnes, la culture américaine par exemple. C'est vrai que le chef aux États-Unis, un bon leader aux États-Unis, il est comment le bon leader d'ailleurs américain aux États-Unis, Mariette? S'il y avait un bon leader, vous avez travaillé la question, j'imagine un peu. Ouais, déjà le mot leader est très intéressant. C'est vous qui utilisez autour de cette table. C'est l'anglais, c'est de l'anglais. Leader. To lead. C'est lié à un mouvement du corps. C'est vraiment, on entraîne et soi-même on est physique. Et c'est vrai qu'on n'avait pas l'équivalent tout à fait dans les langues romanes. Donc c'est quelque chose que là c'est un apport intéressant, je trouve, de la culture américaine. Ouais. Et après, le leadership, oui, il y en a de toutes sortes. Et il y en a. Est-ce qu'il faut encore rêver de ça que je veux dire par rapport à nos chefs vous voyez, dont on traite de Dieu, de Jupiter, mais c'est quoi? Quand j'ai reçu votre invitation, j'ai pensé, il y a quelqu'un qui est dans pleine réussite aujourd'hui et qui n'a pas du tout la grosse tête, c'est Tony Estanguet. On ne peut pas dire que ce ne soit pas un leader. Ce type est un leader. C'est venu du sport, c'est physique, c'est vrai, ça. Et bien, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que il va prendre la grosse tête. Je pense qu'il a beaucoup réfléchi à ces questions en tant qu'athlète, ayant eu des médailles d'or, etc. Donc, il a eu le temps de réfléchir. Beaucoup de gens qui vivent ces succès fulgurants comme ça, après disjonctent. Et ça n'a pas été son cas. Et donc, ces modèles-là, je pense que c'est très intéressant pour le monde de l'entreprise. Effectivement, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que c'est pas une histoire d'estime de soi? Parce qu'on n'a plus rien à prouver, alors on est un bon chef. Est-ce qu'on pourrait pas le dire en cette fin d'émission? Il y a ça, et puis il y a l'authenticité. Vous avez cité le fait qu'ils viennent du sport. Je pense que on doit se rapprocher de cette authenticité. En sport, on ne peut pas tricher. Il y a un moment, si on ne court pas plus vite, et donc finalement... Après, les chiffres parlent aussi, vous me direz. Oui. Non? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on le compare, on peut se cacher dans une bureaucratie, on peut être plus facilement un imposteur dans une burecratie que dans un stade d'athlétisme ou dans une rivière pour il y a de plus en plus de parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Exactement, et il y a un moment, en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est tout un enjeu, à mon avis, d'authenticité et de légitimité, que ce soit d'ailleurs dans le monde politique, est-ce qu'on a suffisamment d'élections ou de processus qui permettent d'être légitimes et de véritablement être authentique? C'est pareil dans l'entrepreneuriat. C'est un peu le risque aujourd'hui d'avoir des gens qui ne sont pas légitimes. C'est ça, en fait, j'ai l'impression que la grande crise, je résumerai presque simplement, c'est que on ne veut pas subir une vie
avec une personne qui à nos yeux n'est pas légitime. Ouais. On peut résumer ça. Et donc, quand on est comme ça, on freelance. Donc, on accepte encore de bosser dans l'entreprise, de subir le monde du travail, à partir du moment où on a un leader qui nous impose quelque chose dont on pense qu'il est légitime dans sa mission, dans son parcours. Un peu rêver, quoi. Exactement. Si toute une équipe est convaincue qu'un chef et que son chef est un imposteur. Et c'est la base, c'est vraiment les motifs des burn-out. C'est à chaque fois ces composantes-là. Alors, il y a le surmenage, évidemment, mais il y a surtout le fait de subir son travail et de le subir par quelqu'un dont on n'estime pas du tout la pertinence ni la légitimité. Et vous retrouvez ces patterns, ces motifs dans quasiment tous les cas de burn-out. Et vous en voyez beaucoup des chefs illégitimes qui ne devraient pas être là et qui, du coup... Oui, c'est même, je pense, la majorité. Ouais. Je pense la majorité, c'est rassurant, merci Julien. En cas de sens qui est censé donner un peu de peps et de soleil à tous les sujets. Mais je propose aussi plein de solutions pour en sortir. Donc je ne suis pas juste quelqu'un qui critique. Quant à Périnal, effectivement. Alors j'espère que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a évoqué mon ami Julien. À savoir qu'il y a quand même des chefs qui sont un peu légitimes. Je ne sais pas comment vous avez travaillé pour vos nuances de collègues. Vous êtes resté au Figaro, vous avez un petit peu... non. Vous êtes allé partout, j'imagine. Non, des observations, c'est des observations en effet personnelles, mais surtout au bureau, tout simplement. Ouais. Mais surtout, parce qu'en fait, je pars du principe que dans n'importe quelle boîte, quel que soit le secteur professionnel, on retrouve ces nuances de collègues, on retrouve ces traits de personnalité, peu importe le métier qu'on fait. Et donc, il suffit de dîner avec des copains, en famille, etc., qui te parlent, parce que c'est un thème quand même récurrent. Quand on voit ses potes, c'est le travail. Alors du coup, ça va, c'est vrai. Un truc. Et donc, leur façon de parler, la façon dont ils perçoivent leur travail, tout ça, et leur patron, du coup. Et leur patron, etc. Ouais, leur stagiaire, tout ça. Le fait de parler, le fait que le monde du travail et le travail des uns et des autres est un thème tellement prépondérant dans nos discussions personnelles et professionnelles. En vérité, c'est un terrain... C'est un terrain de jeu immense, quoi. Moi, je passe mon temps à noter là, les 60 nuances de collègues. Dans mon bouquin, je pourrais en rajouter 20, 30. J'en vois des nouvelles tous les jours, quoi. Mais c'est aussi une invitation à être plus... à croire plus en soi, à se sentir plus légitime dans son poste. C'est vrai que c'est peut-être un mal du siècle aussi, lié au réseau qui nous disent qu'il faut être comme un tel, comme une telle, aussi top, aussi souriant, etc., sexy, et j'en passe. Mariette, c'est peut-être ça, finalement, la moralité de l'histoire. Oui, je pense au bout de cette émission. Sens-toi légitime un petit peu, quoi. Oui, comme on dit, des dictats. Nous subissons. Il y a une voix off permanente qui nous met des injonctions, des modèles. Nous vivons un moment à la fois très libre. Des gens comme nous, on est libres, mais en même temps, on est cadré par des critères qui nous entrent dans l'esprit, dans l'imaginaire, et il faut s'en débarrasser. Chef qui nous écoutez, libérez-vous de ces injonctions et de ces dictates. Bon Dieu, bon sang de bois. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, Mariette Darry-Grand, merci infiniment. Votre livre, je le rappelle, L'Atelier du Tripalium aux éditions des Équateurs. Non, travail ne vient pas de torture. Julien Dreher, merci également à vous, vous qui accompagnez pas mal justement les personnes qui sont en transition, entrepreneurs que vous êtes dans le digital et le management, tous managers, renoncez à la subordination pour libérer la coopération dans l'entreprise, aux éditions Erol. Et enfin, Quentin Périnal, merci, vous qui êtes journaliste et chroniqueur, je le rappelle, au Figaro, et votre livre 60 nuances de collègues aux éditions des Presses de la Cité. Eh bien, merci infiniment les amis, et à très bientôt, et... ayez confiance en vous les chefs. Ça pourrait peut-être marcher, on sait jamais. Croyez en ce que vous faites.